Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la preview de ce week-end, un grand week-end de sport auto, de formule de promotion même. C'est un grand week-end qui nous attend, formule régionale Moyen-Orient, formule régionale Océanie, Eurocup 3 Winter Series. On a énormément de jeunes pépites françaises engagées. On va se régaler. On va se régaler. Enzo Peugeot est dans le chat. Comment ça? Comment ça il est dans le chat? Attends, comment ça? Est-ce que moi j'ai mon utilisateur dans le chat? Oh, purée. J'avoue. Attends, il y a quand même des gens parmi vous. Il y a quand même des gens parmi vous qui regardent les spectateurs du chat à chaque fois. Qui regardent en début de live, voir qui il y a. Salut Colin Boro, salut à toi. Eh bien écoute, si c'est le vrai Enzo Peugeot, bienvenue à toi. J'aurais bien aimé parler de toi ce week-end. J'aurais bien aimé parler de toi ce week-end. Peut-être qu'on parlera de toi dans les prochains week-ends, je l'espère en tout cas. Donc un gros week-end de formule de promotion, certes on est toujours en février, la F2 et la F3 commencent dans un bon gros mois, mais voilà, ce week-end on va plus savoir où donner de la tête avec... Waouh, gros flop, allez hop. Avec ce magnifique PowerPoint. 5 formules de promotion, la formule régionale Océanie touche à sa fin, la formule régionale Moyen-Orient et la F4 Emirati sont en plein milieu de saison, tandis que l'Eurocup 3 Winter Series et l'Eurocup 4 Winter Series débutent leur saison, leur toute première saison, même dans leur très courte histoire. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de Français engagés. Evan Gilter, évidemment le leader du championnat avec Hard Grand Prix, Théophile Naël qui finalement est encore parmi nous, et Enzo Dellini, Jules Caranta qui sera en Eurocup 3 Winter Series, on l'avait comme invité lundi dernier, et les débuts de Dorian Pain que j'attends avec impatience. On va dire qu'elle doit absolument se racheter après une année 2024 d'apprentissage, où ça a été quand même assez compliqué. Il y a aussi d'autres Français engagés, mais ont a priori un peu moins d'attente autour d'eux, notamment au niveau F4 avec les frères Carras qui font leur début en Formule 4 espagnole. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. Avant de parler vraiment de ce qu'on va voir, oui, il y a aussi Luciano Morano. Oui, FCB Noah 7, il y a aussi Luciano Morano. Comment te dire, il y a encore moins d'attente autour de lui, on va dire. Mais oui, il y a 8 Français engagés en tout ce week-end dans les formules de promotion. Mais avant de parler de formules régionales, de F4 et de choses aussi obscures, je voulais parler de la F2 et de la F3. On n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps, parce que tout simplement ça ne roule pas, et ça ne roule pas avant la mi-mars à Melbourne, et les essais de pré-saison seront le 19 et 21 février à Barcelone pour la F3 et entre le 24 et le 26 février pour la Formule 2. Mais les grilles se complètent, les grilles sont même quasiment complètes, sauf qu'il reste encore 2 volants disponibles en Formule 2 et 2 volants disponibles en Formule 3. Et évidemment en Formule 2, celui qui cristallise toute l'attention, notamment côté tricolore, c'est Victor Martins. Victor Martins qui n'a toujours pas été annoncé en Formule 2. Ça commence à tarder quand même, les essais de pré-saison sont dans 2 grosses semaines. On va pas s'affoler. Normalement, selon toute vraisemblance, Victor Martins devrait bien être là. J'ai reçu aucune rumeur négative de ce côté, mais c'est quand même surprenant. Et même par exemple la FFSA, quand ils ont fait un stage avec toute l'équipe de France FFSA circuit à Val Thorens avec Evan Gilter, Alessandro Giusti, Enzo Peugeot et Jules Caranta, et aussi les pilotes de rallye dont Léo Rossel, Pablo Sarrazin et Sarah Rumo. Ils annonçaient les programmes de différents pilotes. Ils ont annoncé, ils ont un peu annoncé en avance le fait que Jules Caranta serait en Eurocup 3. Ils ont un peu annoncé en avance le fait qu'Evan Gilter serait en FRECA chez Hard Grand Prix. Ils ont annoncé un petit peu en avance aussi que Enzo Peugeot serait en FRECA. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, même si voilà, ça sera fait. Enzo Peugeot sera bien de la partie normalement en FRECA chez Saint-Eloc. Et pour Victor Martins, ils ont dit programme inconnu à venir ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que Victor ne précise jamais ce qu'il va faire. Donc bon, un peu surprenant, mais normalement on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Il n'empêche, ça commence à durer. Après,
voilà, comme le dit FC Benoît 7, Victor est annoncé très tard, et Victor est souvent annoncé tard. La question qui règne un peu plus autour de lui, c'est son statut au sein de l'Alpine Academy ou pas. Est-ce qu'il en fait toujours partie? Puisque voilà, les patrons d'Alpine soufflent un peu le chaud et le froid. Il y a Flavio Briatore qui inclut Victor Martins dans ses déclarations en disant qu'ils ont 3 jeunes pilotes pour l'avenir, Paul Aron, Victor Martins et Gabriel Emini. Sous-entendu que Colapinto, bon, c'est un pilote du présent déjà. Et pendant ce temps, il y a Oliver Hawks qui a pas l'air de tolérer plus que ça Victor Martins. Enfin, il a fait des déclarations dans la presse, j'ai un peu vérifié parce que je voulais voir s'il y avait des rumeurs un peu que j'avais pu louper sur Victor Martins. Et Oliver Hawks, il a l'air absolument indifférent à Victor Martins, mais bon, est-ce que c'est lui qui décide au fond chez Alpine? Est-ce que c'est Flavio Briatore qui a les pleins pouvoirs? Je pense que c'est un peu, enfin, je pense que c'est pas tout blanc tout noir en tout cas. Il n'y a pas d'autres rumeurs si pour le siège ART. Pour le siège ART, normalement non. Pour le siège ART, normalement non. D'ailleurs, ce serait le siège ART à côté de Ritomo Miyata qui a déjà été annoncé. Le jeune pilote Toyota qui rejoindra ART en remplacement de Zach O'Sullivan / Luke Browning. Ça veut dire qu'on est enfin débarrassé de Cordil, ouvrez le champagne. Ah, attendez, c'est pas encore fait, hein. C'est jeune pilote. Oui, on peut être né avant 2000 et être un jeune pilote, oui, c'est ça. Non, mais enfin, officiellement, jeune pilote Toyota. Oliver Hawks et les pilotes français demandaient à Isaac Hadjar ce qu'il pense de ce gars. Bah, en 2022, Oliver Hawks et Isaac Hadjar filaient le parfait amour. Hein. Et puis, bah voilà, la saison 2023 est passée par là et ça s'est un peu dégradé. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises pour Victor Martins, mais... Et d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec Homero, ça serait bien s'il avait pu faire autre chose. Moi, j'aurais vraiment préféré le voir préparer son avenir en endurance, enfin voilà, a priori en endurance. Quand on voit ce qu'il a fait dans les rookie tests, en WEC, où il a été l'un des plus rapides, ça donne vraiment envie de le revoir, plutôt que dans un championnat de F2 où on sait pas quel matériel vraiment il aura, on ne sait pas quelle fiabilité il aura. C'est des saisons extrêmement chères. Voilà, j'ai toujours un peu de mal à comprendre le choix de Victor Martins à 23 ans de rester encore pour une 3e année en F2. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Et surtout, voilà, on a des contre-exemples parfaits. Théo Pourchère, champion de F2 sur sa 3e année à 20 ans, n'a eu aucune porte ouverte en F1 et galère à trouver un volant. Donc... D'ailleurs, en parlant d'endurance, RS a dévoilé son line-up en Le Mans Cup avec Hugo Schwartz et Provo, mais sans Adrien David. Ouais, il y a eu des petites annonces en endurance en Michelin Le Mans Cup. Il y a aussi des pilotes comme Edgar Pierre, Lena Buller, etc. qui rebondissent là-bas. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire pour Adrien David. Il s'en sort pas, hein, il s'en sort pas. Oui, Arthur Rojon, exactement. Très bien vu. Car normalement, le plan de base pour Adrien David, c'était l'European Le Mans Series avec RS, sauf que RS est pour le moment sur la liste des réservistes, des équipes réservistes en European Le Mans Series, donc bon, ça galère un petit peu, quoi, ça galère un petit peu. J'espère qu'il pourra quand même trouver une solution. On rappelle, Adrien David, c'est... Enfin, voilà, le gars, il a battu Isaac Hadjar, il a battu Gabriel Bortoleto, il a battu machin, et tous ces gars-là sont en F1. Enfin bon, bref. Normalement, dans l'autre siège restant, ça devrait être pour Raphaël Villagomez, qui devrait rester chez Van Amersfoort Racing en tant que fils de l'actionnaire. Plus intéressant, par contre, il y a 2 sièges restants chez X en F3. L'un devrait normalement revenir à José Garfias, un pilote mexicain qui a évolué en Eurocup 3, qui avait fait 4ème notamment en 2023. Et l'autre baquet, là c'est plus incertain. Autant on a Martins chez ART en F2, normalement, Villagomez, Van Amersfoort F2, Garfias XF3, la question c'est qui aura cet ultime baquet F2, F3, car normalement c'était censé être... les rumeurs voulaient que ça soit José Carrasquedo, sauf que José Carrasquedo a récemment annoncé qu'il ferait l'Eurocup 3. L'Eurocup 3 dont on reparlera un peu plus tard sur ce live. Donc là, ça laisse les portes ouvertes à toutes les fenêtres, comme j'aime bien dire. Est-ce que Carrasquedo peut encore être une option? Je ne sais pas. Ça s'est déjà vu des pilotes qui faisaient un double championnat. Surtout F3 Eurocup 3, des pilotes l'ont déjà fait.
c'est pas impossible, mais souvent c'est l'Eurocup 3 qui vient en plus de la F3. L'Eurocup 3 est annoncé plus tard. Je trouve ça bizarre d'annoncer l'Eurocup 3 tout seul, puis après, oh au fait, je vous ai pas dit, mais je vais en F3. Enfin c'est bizarre, ou soit t'annonces les deux, enfin bon, voilà, ça me paraît un peu bizarre. Pourtant, bah, il est quand même assez fortuné, hein, Carrasquedo, hein, clairement. Donc je sais pas trop pourquoi ça serait pas lui. Est-ce qu'on pourrait avoir un pilote beaucoup plus méritant? C'est ce que j'espère. Évidemment, on a des espoirs, notamment la communauté Feeder Series a beaucoup d'espoirs avec Timek Kucharczyk, un pilote polonais qui a une fanbase exceptionnelle et une fanbase qui n'est pas toxique, contrairement à certaines fanbases de l'autre côté de l'océan Atlantique dans l'hémisphère sud. La fanbase polonaise, elle est assez sympa, donc voilà, on va voir. Moi, en tout cas, j'espère que ça sera lui car il le mérite. Pilote qui passait par le GB3 notamment. D'ailleurs, toujours pas de champion officiel d'Eurocup 3, toujours pas. On va commencer la saison d'Eurocup 3 Winter Series et on n'a toujours pas le champion officiel de l'Eurocup 3. Tout simplement parce que le clan MP, en tout cas le clan de MP, Sagrera, etc., a fait appel de la décision. Donc voilà, on est reparti a priori maintenant, de ce que j'ai entendu, peut-être annonce en mars. Voilà, voilà. Si t'as Kucharczyk, tu dois avoir deux pilotes payants. Je sais pas si Garcia s'est fortuné. Plutôt, mais Carrasquedo l'est normalement beaucoup plus. Et Sagrera est blindé, exactement. C'est lui. Je sais pas. En tout cas, il est parmi les familles les plus riches d'Espagne, Sagrera. Donc il se met extrêmement bien, Sagrera. Ils attendent de voir qui fait le plus gros chèque. Ouais, bah probablement. En tout cas, chez X, ça fonctionne souvent comme ça. Hein. Ils font monter les enchères et puis au bout d'un moment, voilà. Donc voilà, j'espère Kucharczyk. Après, est-ce qu'on peut avoir un énième retour de, je sais pas, Nikita Bedrin ou voilà, un pilote qui a beaucoup d'expérience avec l'équipe, avec la F3? Pourquoi pas, mais j'ai pas entendu beaucoup de rumeurs à ce sujet en tout cas. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. En attendant, j'espère qu'on aura quand même une annonce positive pour Victor Martins. Hello, l'annonce la plus hype en Eurocup 3 reste celle des frères Hellberg. On n'en a pas encore parlé des frères Hellberg, mais on va en parler. On va en parler dans quand on va parler de l'Eurocup 3 Winter Series qui débute là. Ouais, il y a des pilotes, vous voyez, des jeunes pilotes, genre Jules Caranta et tout, 16 ans. Il y a même un Nicolas Tsolov, 18 ans, assez vieux quand même. Kasper Stuka, 19 ans, presque un pied dans la tombe. Et t'as les frères Hellberg, Linus et Emile Hellberg. Ouais, voilà, 36 ans, 48 ans. Bah écoutez, ouais, grosse trajectoire de pilote de F1. Je comprends pas le délire. Mais bon. Avant de passer à la preview de ce week-end, je voulais parler de ce rookie test de Formule E qui arrivera la semaine prochaine, à Jeddah notamment. Ah, hello! Salut à toi Lewis Hamilton 0,99. Hello de Dubaï, monsieur est sur le circuit, monsieur est sur place, donc chapeau à toi, profite bien. Ultimate Cup aurait été plus judicieux, ils auraient plus de chances de faire des podiums. Bah ouais, et puis bah c'est un championnat qui accueille des pilotes amateurs, avec aussi quelques jeunes pilotes. Voilà, en Eurocup 3, quel intérêt? Bref, je comprends pas. Pour revenir à ce rookie test de Formule E, voilà, évidemment on en parle parce qu'il y a un Français qui a été annoncé, c'est évidemment Théo Pourchère qui fera la séance d'essai libre 0, on va dire, du côté de Jeddah, non pas chez DS, enfin chez DS Penske, ce qui est un peu étonnant vu que bah, DS c'est le groupe... c'est le groupe Peugeot, on va dire. C'est le groupe Peugeot dont il est réserviste en WEC. Mais Pourchère fait la séance d'essai libre chez Maserati, autre marque du grand groupe Stellantis italo-français. Oui, je sais, Homero. Quand j'ai vu qui étaient les titulaires, oui, non mais Maserati c'est aussi Stellantis, c'est ce que je dis. Pourchère rebondit au sein du groupe Stellantis, mais DS est beaucoup plus proche de Peugeot. D'ailleurs, Vergne, Jean-Éric Vergne conduit, enfin pilote chez DS et chez Peugeot en Formule E et en WEC. C'est pour ça que je m'attendais plus à DS. Mais oui, quand j'ai vu les réservistes de Maserati en Formule E, je me suis dit, tiens, c'est qui peut être devant Théo Pourchère? J'ai vu Stoffel Van Dorn, je me suis dit, ok, bon, ça fait sens, c'est normal. Et j'ai vu Jake Hughes.
Jake Hughes, ouais, ouais, ça date un petit peu, mais un pilote qui a été constamment battu par Théo Pourchaire, mais genre très largement, qui n'a jamais joué les championnats, qui avait, je sais pas, qui était 5, 6 ans, 7 ans peut-être plus vieux que Théo Pourchaire et qui se pas un mauvais pilote, hein, pas un mauvais pilote, mais qui se faisait éclater par un gars comme Théo Pourchaire. Et puis le gars est titulaire en Formule E et Théo Pourchaire, il est encore à mendier une petite séance d'essai libre. Ça me désespère, hein, ça me désespère. Mais bon, au moins il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Et puis on sent que voilà, il fait partie un petit peu du groupe Stellantis. Euh, voilà, il a des petits roulages chez Peugeot en WEC, il a des petits roulages chez Maserati en Formule E. Si à l'avenir ça peut vraiment déboucher sur comme Vergne ou sur comme Van Dorn, si ça peut déboucher sur un programme WEC Formule E, moi je prends. Mais c'est extrêmement frustrant quand le gars est champion de F2. Quand en plus ses dernières sorties c'était en IndyCar où il a été très bon, bah c'est, enfin, purée, le gars est toujours pas titulaire et bon, voilà. J'espère des bonnes nouvelles concernant l'European Le Mans Series en LMP2, ce qui serait déjà un premier pas en vue d'une future titularisation en WEC. Avec la chance de Pourchaire, le programme Peugeot va se casser la gueule au moment où il sera prêt à être titularisé. On ne serait plus à ça près, hein. On serait plus à ça près. Et c'est pour ça que, en tout cas, enfin, cette nouvelle d'un test en Formule E chez Maserati, évidemment, ça fait parler, puisque, bah, purée, c'est un champion de F2, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il devrait être beaucoup plus haut, il devrait être titulaire. Oui, certes, mais pour l'instant, il faut se contenter de micro-bonnes nouvelles comme ça, en espérant que, voilà, ça pose les bases d'un futur meilleur, quoi. Mais je vous avoue que c'est un peu déprimant, clairement. C'est un peu déprimant, mais au moins les choses avancent, il n'est pas chômeur comme en fin d'année dernière. Et, euh, et voilà, j'espère qu'il pourra se montrer un petit peu à son évidence. Il avait testé la Formule E, la Gen 3. Bon, là, c'est pas exactement la même voiture, c'est la Gen 3 Evo. Euh, voilà, purée, je veux trop le revoir dans un championnat du monde en plus. Enfin, surtout que la Formule E, moi, j'ai fait. J'ai eu une petite révélation en regardant la dernière course par hasard, alors que j'avais rien à faire dans un hôtel. Je suis tombé par hasard sur la course de Formule E et en fait j'ai bien aimé. Et en fait j'ai vraiment bien aimé. C'était beaucoup moins clownesque que il y a quelques années où j'en avais eu marre de regarder ça. Donc franchement, s'il revient en Formule E, moi je suis vraiment prêt à regarder le championnat. Je suis vraiment prêt, hein. Voilà, on espère que ça va bien se passer. C'est pas lui qui avait éclaté la FE quand il avait testé la nouvelle voiture. Éclaté. Oui, il a eu une sortie de piste. Il a eu une sortie de piste. Lewis Hamilton, il a aussi craché sa Ferrari. On n'en a pas fait tout un flanc. Enfin bon, certains sur les réseaux sociaux qui comprennent pas comment les essais fonctionnent, mais enfin voilà, c'est des choses qui arrivent en test. Voilà. Bon, en attendant Théo Pourchaire, qui a beau être champion de F2, etc., il va retrouver des pilotes qu'on connaît bien en formule de promotion actuelle. On retrouvera Gabriel Emini chez Nissan, la connexion toujours du groupe Renault entre Renault et Nissan. Alex Dunn chez McLaren. Alex Dunn qui a récemment été annoncé justement chez Rodin en Formule 2 avec un soutien accru de la part de McLaren. Kush Maini, le pilote indien qui rejoint logiquement Mahindra, Zach O'Sullivan chez Envision et Jack Crawford chez Andretti. Cette collaboration Crawford-Andretti, elle continue dans le temps, ça reste la Formule E. Mais Jack Crawford, c'est un gars qui est toujours en F2, qui n'a pas sa super licence. Mais je pense honnêtement, visiblement, il est dans les radars, il est dans les petits papiers d'Andretti, peut-être un peu moins qu'un Colton Herta, mais dans un monde où Colton Herta n'a pas de super licence et où Jack Crawford en a une, et il fait vraiment une saison de F2 où il passe un cap, quoi, je pense vraiment honnêtement qu'il y a une probabilité pas négligeable que Jack Crawford arrive en F1 en 2026. Ça fait énormément sourire puisque bah voilà, enfin depuis 2, 3 saisons, la cote de Crawford a vraiment descendu en fait. Vraiment, oui, a vraiment descendu. En attendant, c'est pas un mauvais pilote, c'est même un bon pilote, mais on a beaucoup de mal à le voir mériter la F1. Voilà, il y a des pilotes qui mériteraient bien plus que lui, mais si Andretti est sérieux et titularise Nico Müller, ça serait. Mais attends, ils ont un. Non, attends, je confonds. Non, Niliani. Niliani, il a fait quoi? Il a fait.
Ah non, non, je crois Niliani, il a été pilote de développement chez Audi, enfin chez Audi pour 2026. Tu devrais le supporter, t'avais dit ça dans tes prédictions avec Antoine, mais qu'est-ce qu'on avait fumé avec Antoine cette soirée-là, c'est incroyable, hein. J'avais mis Crawford chez Andretti. Bah, ouais, non, mais voilà, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, j'ai quand même du mal à y croire. Je crois en fin d'année, il aura 20 points de super licence, puisqu'il va perdre certains points qui dataient de la F3. 20 points de super licence, il en faudrait, oui, bah, il en faudrait 20 de plus. Attendez, je vérifie. Il faudrait, ouais, un top 5 en F2, ce qui n'est clairement pas impossible, mais voilà, la F2 c'est la F2, c'est toujours extrêmement difficile de prédire la hiérarchie. Par contre, je savais même pas que Zhou était passé dans la Ferrari Driver Academy. Oui, le nouveau réserviste de Guan Yu Zhou, bah oui, oui, il a été avant d'être dans l'académie Renault, en fait, c'était un transfuge de Ferrari. Bon, le petit souci de Guan Yu Zhou, c'est qu'il était dans la même génération que Charles Leclerc. Autant dire que presque la même génération que Charles Leclerc. Autant dire que bon, bah voilà, à côté il y avait Leclerc. Bon, Leclerc, Zhou, la question elle est vite répondue quoi. Mais du coup, oui, Zhou avait été ensuite récupéré par Renault. Puisque de toute façon, Renault, Alpine, etc., ils adorent prendre des pilotes rejetés par d'autres académies. Style Jack Doohan, un ancien de Red Bull pour ceux qui le savent pas. Et puis après, ils s'étonnent que ah, bah, les pilotes sont pas aussi incroyables que ce qu'on pensait. Ça alors. J'en connais un certain Felipe D, un certain TOP qui aurait les boules si Crawford se fait titulariser en F1 en 2026. Mais déjà, je pense qu'il doit avoir les boules que Hadjar, Bortoleto, Berman, enfin tous ces pilotes qu'ils ont battus, qu'ils arrivent en F1. Voilà, je l'ai dit 36 000 fois, Drogovic et Pourchaire, c'est des pilotes qui au moins auraient mérité une chance en F1. Bon, visiblement, ça va pas se faire, hein. Ça va pas se faire. Allez, allez, allez. Percy, t'as vu la Daytona de Drugovic et Vesti dans la Cadillac? Oula, non, 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 j'ai pas vu Daytona. J'ai pas regardé Daytona, donc. Tu sais que quand Stroll a spin au début du Grand Prix du Brésil, les fans ont bah oui, évidemment, évidemment. Oui, les fans ont crié, oui, on scandait le nom de Drugovic, évidemment. Vesti, Cataclysmine, Drugovic, ok. Mais Vesti, c'est compliqué, hein, Vesti, c'est vraiment compliqué, hein. Tout ce que vous m'en dites dans le chat, je regarde pas en dehors des 24 heures du Mans, j'avoue que je regarde assez peu l'endurance. Tout ce que vous m'en dites, c'est que Vesti, il est éclaté au sol, hein, en endurance. Alors que bah, en F2, il était bon, il était même très très bon. Très très bon. Je l'ai jamais considéré vraiment pour la F1 sérieusement, mais c'est étonnant de le voir galérer à ce point, quoi. Bon, écoutez, on va passer aux choses sérieuses et au week-end qui arrive. On va commencer chill avec un championnat dont on va pas trop parler. C'est la Formule Régionale Océanie. Formule Régionale Océanie dont on parle pour une seule raison, c'est Arvid Lindblad. J'ai fait quelques tweets à ce sujet pour dire que globalement la super licence c'est fait. Ce n'est pas mathématiquement fait. Il y a un monde. Alors, accrochez-vous bien. Pour que Arvid Lindblad n'ait pas sa super licence, il faudrait qu'il finisse en dehors du top 3 du championnat, puisqu'il a 28 points, il lui en faut 40, et donc la troisième place donne 12 points de super licence. Très bien. Pourquoi Arvid Lindblad, actuellement largement en tête du championnat, termine quatrième? Il faudrait une triple victoire de l'illustre inconnu Patrick Heusenroder. Il faudrait une triple P2 de Zach Scoulard. Il faudrait une triple P3 de Nikita Johnson. Et dans le même temps, il faudrait que Arvid Lindblad abandonne, enfin ne finisse aucune course. Parce que s'il finit les courses, même dernier, même s'il se prend 2 tours et tout, s'il finit 17ème, il marque assez de points pour s'assurer le top 3 au championnat. Donc voilà, petite digression pour dire que la super licence pour Arvid Lindblad c'est bon. Il va très très probablement quand même sécuriser le titre, à moins d'un retournement de situation. Il va sécuriser le titre ce week-end. La question, c'est la dernière course. L'enjeu de la Formule Régionale Océanie réside aussi dans cette dernière course avec le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, qui est cette dernière course, qui est l'épreuve la plus prestigieuse du championnat. On a aussi notamment des stars de V8 Supercars qui viennent pour le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. C'est notamment le cas de Will Brown, et c'est aussi le cas de... Il y a un autre pilote aussi qui
qui vient des V8 Supercars et qui fait ce Grand Prix de Nouvelle-Zélande, qui revient en monoplace. Donc voilà, n'empêche que Harvey Lindblad est ultra favori. Brock Finney, merci beaucoup à Homero, merci beaucoup. Zagazeta, les 2 rounds que j'ai regardés, il jouait la win et là je vois il est 6ème. Ouais, De toute façon, pour que Mathias Zagazeta joue la victoire, c'est que le championnat n'est pas très relevé, mais bon, ça on va pas se le cacher. Attendez, ça a un peu digressé sur Vesti dans le chat. Attendez. Aux dernières nouvelles, il faut pas oublier que Mercedes a besoin d'un débutant pour les FP1. Ouais, et puis vu qu'ils ont viré Aaron... Oui, ils ont toujours besoin de Vesti en soi. Hein. Ils ont toujours besoin de Vesti pour les FP1. Puisque Bottas, bah, il va pas faire les FP1, c'est pas trop un jeune pilote. Schumacher n'est plus dans le giron Mercedes, et c'est plus un jeune pilote non plus. Donc oui, Vesti, il est toujours là. Hein. Il est toujours là, ils n'ont pas vraiment de jeunes pilotes. Ils n'ont pas vraiment de jeunes pilotes. Il y a un gros trou. C'est vrai qu'il y a un gros trou. Alors, il y a Ethan Jeff Hall qui a été récemment recruté, mais il débarque en F4. Oui, Ethan Jeff Hall, gros talent. On va voir ce que ça donne en monoplace, mais visiblement, ça va être un très bon pilote. Des retours que j'en ai eu. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un petit trou. C'est peut-être pour ça qu'ils gardent Vesti. Ils ont peut-être viré Polaron un peu trop vite. Mais bon. Du coup, Raymakers a gagné le camp FDA, je pense. Honnêtement, s'il n'y a pas eu d'annonce en février 2025, moi je suis en train de me dire que va pas y avoir de vainqueur du tout. Donc c'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas de vainqueur ou que alors que le vainqueur refuse, on rappelle que René Lamers avait gagné le Ferrari Driver Academy machin Scouting Camp et avait refusé puisque les termes du contrat lui allaient pas. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Et Thibaut Raymakers n'a toujours pas annoncé son programme. Le pilote belge de 14 ans, peut-être 15 ans maintenant, il doit avoir 15 ans peut-être depuis le temps. Mais normalement Thibaut Raymakers il devrait rester en karting. Bon, écoutez, le problème avec l'Académie Merco c'est que des gamins. Oui, en effet. Le karting a repris, je crois. Ouais, alors après, c'est pas toute la... Je sais pas, en fait, Thibaut Raymakers, le petit Thibaut Raymakers, je sais pas ce qu'il fait. Thibaut Raymakers... Ouais, le dernier poste en juin 2024. Bah, mon ref. Bon. Écoutez, j'essaierai de me renseigner, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, écoutez... donc voilà, Formule Régionale Océanie, Harvey Lindblad se dirige vers le titre. Qui va gagner la dernière course? Qui va gagner le Grand Prix de Nouvelle-Zélande? Réponse au prochain épisode. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus sur ce week-end, je pense, c'est la Formule Régionale Moyen-Orient. Puisqu'il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a 4 pilotes français engagés. Les meilleurs pilotes de cette génération, enfin certains des meilleurs pilotes de cette génération qui sont réunis à Dubaï. On quitte enfin le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi pour arriver sur l'autodrome de Dubaï en support des Asian Le Mans Series. Avec, ça fait plaisir, je suis obligé de le mettre en exergue, mais voilà, Evan Gilter toujours en tête du championnat après sa double victoire lors du deuxième week-end. C'est le seul pilote à avoir fait plus de 2 podiums pour l'instant, vu qu'il en a 4, comme vous pouvez le voir. Il est en tête du championnat, 12 points devant son rival Freddy Slater, qui va vouloir se racheter après un deuxième week-end très compliqué. On retrouve ensuite Brando Badauer, futur pilote F3, qui a enfin décroché sa première victoire en monoplace. Théophile Naël, qui est toujours là. J'ai une info pour vous, j'ai vu beaucoup de caméras, la réalisation sera meilleure. Ah bah normalement oui, vu que c'est en support d'un championnat sérieux. C'est d'ailleurs ce que je disais les derniers week-ends. Voilà, les week-ends 3 et 4, c'est en support des Asian Le Mans Series. Les Asian Le Mans Series, c'est un championnat vraiment professionnel. Donc c'est normal, c'est normal que la réalisation soit meilleure que pour des petits championnats émiratis locaux, comme c'était le cas sur les 2 premiers meetings. Et en plus, je sais même pas ce que ça va donner la dinguerie au dernier meeting, où c'est en support du WEC, du championnat du monde d'endurance à Losail. Voilà, moi je m'attends à des caméras, des drones et tout, je m'attends à une dinguerie. Donc on va voir ce que ça va donner, mais normalement la réalisation sera meilleure. Pour répondre à FCB Noah 7, est-ce que je ferai des lives pour les courses? Peut-être le samedi matin, on va essayer de faire un live le samedi matin, mais je suis assez pris sur le week-end. Attends, je clique sur le lien que
que Fab Attends. Un copieux programme pour Thibaut Raemaekers et Dries Van Langendonk en karting avant d'attaquer une campagne d'essai en F4 cet été. Cet été seulement. Oh, l'article sort d'hier. Oh, bon timing. Bon timing. Attends, donc pour en revenir à nos pilotes belges, blablabla, nous comptons 2 pépites en karting. Oui, on sait. Machin. Donc ils vont bien courir en championnat d'Europe de karting et en Champions of the Future. Et Van Langendonk fera les WSK Series. Ok. Il s'agira de l'ultime saison en kart avant de découvrir le monde de la monoplace. Ils seront confrontés en 2026, ils participeront à plusieurs journées d'essais privés en Formule 4 dans la seconde partie de saison. Bah, merci beaucoup à toi Fab pour le lien. Et fin du support de Yanni, mais ça on l'avait... Yanni Steven Edens nous l'avait annoncé quand il était passé sur la chaîne en décembre. Donc pour en revenir sur les lives FCB Noah 7, je vais essayer d'en faire... samedi matin, mais je ne garantis pas. Je ne garantis pas, mais on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Tu penses qu'ils feront la F4 italienne? Ça paraît le plus logique, je pense. On verra. Ou F4 espagnol, il y a pas mal de pilotes belges aussi. Parce que vu comment ça s'est terminé entre le RACB et la FFSA, après la fin de saison pour Steven Edens, voilà, je peux comprendre que la Belgique n'envoie plus ses talents en F4 France pour quelques temps. On retrouve ensuite dans le championnat Théophile Naël qui reste finalement pour prolonger le plaisir, qui reste pour une durée indéterminée. Je ne sais pas s'il fera encore toute la saison. On y reviendra, mais Théophile Naël qui va continuer à préparer sa campagne de F3. On retrouve ensuite le local Rachid Al-Daeri, Enzo Dellini 6ème, toujours 6ème au championnat malgré un début de campagne franchement compliqué. Il a quand même fait le dos rond, il a bien limité la casse pour être 6ème. On retrouve ensuite Canatoli sur la 2ème ART devant Ressé Carrasquedo qui laisse sa place. Ressé Carrasquedo, comme je l'ai fait apparaître sur ce classement, apparaît en grisé car il passe en Eurocup 3 Winter Series à Jerez en Espagne. Donc Carrasquedo laisse sa place à Iyu Yamakoshi. Et là, voilà, j'ai entendu des choses comme quoi la voiture de Carrasquedo était très bien née, on va dire, pour tourner les choses joliment. Et Carrasquedo n'est pas souvent qualifié comme un foudre de guerre au vu de ses dernières saisons en monoplace, alors que Iyu Yamakoshi, c'est un très bon pilote. Il s'est battu tout le temps pour la victoire en F4 italienne en étant chez Van Amersfoort Racing. Il a fait la F4 France avant, il avait fait 5ème, etc. Je pense, très honnêtement, qu'Iyu Yamakoshi, qui va débarquer, vous le connaissez pas encore, mais je pense qu'il va faire 3 week-ends. Pour moi, il va jouer la victoire. De ce qu'on m'a dit, il va jouer la victoire. Voilà. Alors, je sais pas s'il va mettre 8 dixièmes à tout le monde en qualif, mais clairement, voilà, c'est un très bon pilote. Et voilà, c'est un très bon pilote dans une très bonne voiture, normalement. Donc si vous voyez Yamakoshi performer, ne vous inquiétez pas, c'est attendu. On retrouve ensuite Ugo Chukwu sur la 2ème R-Ace. Elle fait mal, cette casse de suspension alors qu'il menait la course 3. Elle fait mal puisque là il pourrait être 5ème au championnat à l'heure qu'il est. On retrouve ensuite Ernesto Rivera, le jeune pilote Red Bull, qui fait des très bons débuts en Formule régionale. Taito Kato, notre pilote japonais sous licence française, notre champion de Formule 4 française qui va vouloir se racheter après un 2ème meeting où il a connu les joies du podium pour la première fois, mais aussi une grossière erreur qui a notamment entraîné l'abandon de Freddy Slater. Il va vouloir se racheter. On retrouve ensuite Jin Nakamura, pilote Toyota, 6 arrivées dans les points en 6 courses. On retrouve ensuite Reza Siurotun qui laisse sa place. Il laisse sa place dans la 4ème préma, il laisse sa place à Dorian Pain. Et ça, on va y revenir, puisque pour moi, c'est, je vais pas dire l'enjeu principal pour moi, mais puisque voilà, quand il y a un Français qui est en tête du championnat, donc on peut pas dire que c'est l'enjeu principal, mais j'en attends énormément de Dorian Pain sur les 2 week-ends qui arrivent, car elle va faire les week-ends 3 et 4 avec Mumbai Falcons, on y reviendra. Jack Beaton ensuite qui a décroché son premier podium, Akshay Bora, Aaron Cameron, Ricky Liu, Aditya Kulkarni, Giovanni Maschio qui a laissé sa place à... il a laissé sa place à qui? Attendez, il a laissé sa place à James Headley, je crois.
Non, à Yuan Pukui, pardon. À Yuan Pukui chez Pinnacle, jeune pilote Mercedes, le pilote chinois. Bon, voilà, on n'attend pas beaucoup de choses de lui. Oui, Yuan Pukui, oui. On a aussi les départs de Jen Pariat, de Lorenzo Castillo qui sont remplacés numériquement par James Headley qui remplace Pariat et Jacob Bergmeister qui nous vient de l'Euro Formula Open qui remplace Castillo chez Saint-Eloc. Et on a aussi l'arrivée d'Alex Sauer, pilote qu'on a vu en Freca en fond de classement qui arrive sur une 3ème et 20 Grand Prix. Il faudrait que ART garde ce niveau. Ah ouais, ah il faudrait, ça serait top puisque là clairement ART, c'est exceptionnel ce qu'ils nous font sur le début de campagne. En fait, finalement, on va passer assez vite sur Evan Gilter et ART, puisque il n'y a pas grand chose à dire, il faut juste continuer ce qu'il fait. Les qualifs, les courses, il nous fait des week-ends pleins. Voilà, juste continue comme ça, c'est parfait. Et on espère tout le meilleur. Petit désavantage, mais comme Ayas Marina, en fait, il va découvrir la piste de Dubaï. ART va aussi découvrir la piste de Dubaï. Ils n'ont aucune expérience sur ce circuit. Ça n'avait pas tant de poser de problème à Yas Marina, mais ça reste normalement un désavantage. Mais donc voilà, on va espérer tout le meilleur pour Evan Gilter. Et s'il peut garder la tête du championnat, voire même creuser l'écart, ça serait vraiment franchement exceptionnel au vu de la concurrence de Freddy Slater. On passe à notre deuxième français, Théophile Naël. Alors oui, le commentateur, enfin, moi, sur mes lives, j'ai pas arrêté de vous dire Théophile Naël, il fait que les 2 premiers meetings. Jake Sanson, le commentateur officiel de la Formule régionale Moyen-Orient, n'a pas arrêté de vous dire c'est sa dernière course pour Saint-Élog, blablabla. Bla. Bon, il se trouve que non, puisque c'était le plan. Théophile Naël n'était censé faire que les 2 premiers meetings. Le but était de se préparer de se remettre en jambes avant la campagne de F3 chez Van Amersfoort. On rappelle que les essais de pré-saison commencent le 19 février. Mais voilà, on est 2 podiums plus tard, 2 autres top 4 plus tard, une 4ème place au championnat plus tard après 2 meetings. Et finalement, on se dit chez Saint-Éloc, est-ce qu'il faudrait peut-être continuer là, il y a peut-être quelque chose de grand à aller faire. Et c'est vrai que voilà, on a vu une belle progression de Naël et de Saint-Éloc aussi sur ces 2 week-ends. Donc ça peut être intéressant. Je dis pas forcément qu'il va jouer le championnat puisque il y avait l'air d'avoir quand même une sacrée marge avec Gilter et Slater. Mais c'est franchement intéressant. En vrai, faire le Qatar, c'est une bonne idée car personne ne roule quasiment là-bas. Alors, Théophile Naël est en F3, donc le Qatar n'est pas au calendrier F3, mais c'est vrai que ça peut servir. Vous allez dire que je m'emballe, et oui, je m'emballe, mais imaginons que Théophile Naël nous sort une saison de titan, et que en Formule 3, je veux dire, et qu'il monte en Formule 2, très souvent, ce qui arrive, c'est que les pilotes qui montent en F2 passent en F2 en fin d'année sur les 2 derniers meetings, et arrivent au Qatar et à Abu Dhabi pour les 2 dernières manches. Et dans ce cas, c'est vrai que ça serait bien, ça serait sympa. Il gagne le titre. Ouais, carrément, il gagne le titre, ouais. Donc en vrai, prendre du roulage au Qatar, ça serait franchement utile. Hein. Ça serait franchement utile pour le futur, puisque c'est au calendrier F2, et voilà, enfin, au vu de la trajectoire actuelle de Théophile Naël, qu'il prétende à la F2 dans un avenir proche, n'a rien d'incohérent. On verra, peut-être que la F3 ça sera un flop complet, il faudra en refaire, ou même peut-être quitter la monoplace. Ça peut aller très très vite dans le monde de la monoplace, mais au vu de ce qu'il a donné depuis ses débuts en monoplace, voir Théophile Naël en Formule 2 en 2026 par exemple, oui, ok, ça se tient. Enfin, je trouve que ça se tient personnellement. Donc écoutez, voilà, aussi pour se projeter même encore plus loin, ce qui est très intéressant avec les championnats hivernaux, c'est que ça donne beaucoup de points de super licence. J'en ai pas mal parlé sur les précédents lives. Ça donne 18 points aux champions, ça donne des points jusqu'au top 9. Voilà, être 4ème, ça veut dire potentiellement 10 points de super licence. C'est franchement pas négligeable. On ajoute à ça la F4 espagnole qu'il a gagné. Ça le ferait passer à 22 points. Il a déjà eu un point, il a déjà gratté un point en Freca. Donc voilà, il serait à 23 points, il aurait fait la moitié du chemin. Et il reste encore la saison de F3 qui arrive, puis la F2. Donc vous voyez, les championnats hivernaux, c'est souvent de la répétition, de la préparation en vue de la F3, de l'Africa, etc. Mais l'air de rien, ça peut accélérer des carrières.
ça peut quand même accélérer des carrières au point de vue Formule 1. Dommage que la FFSA l'ait lâché, je suis d'accord avec toi, je n'ai toujours aucune explication à ce sujet et je ne comprends pas. Mais oui, Théophile Nael n'a pas été annoncé cette année parmi les pilotes de l'équipe de France FFSA circuit. On rappelle que Théophile Nael ne sort pas du moule de la FFSA et qui n'a pas, qui n'a pas fait la F4 française. Voilà. Pour les pilotes de l'équipe de France FFSA, les pilotes de F2 et de F3 doivent être dans une académie. Alors, de ce que nous disait Enzo Dellini, et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu aussi ailleurs, je crois de la part de Matteo Capietto, normalement, pour rester dans une académie, il faut avoir fait la F4 France et ou top 3 au championnat sur la dernière année, de ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça que Giusti, Gilter, Peugeot, Caranta, Martins, en fait, ils ont tous fait la F4 France, en fait. En fait, limite, ce qui m'a le plus surpris, c'est que la F4 France recrute Théophile Nael en tant que pilote équipe de France en 2023. C'est limite ça qui m'a surpris, vu qu'il venait pas du background de la FFSA. Donc bon, après voilà, s'il nous refait de splendides performances et tout, j'ai aucun doute que Théophile Nael, que la FFSA reviendra vers Théophile Nael. J'ai aucun doute là-dessus, mais je trouve ça un peu dommage, et surtout que bah voilà, Théophile Nael a eu une belle saison en Freca. Je comprends pas trop pourquoi il a été lâché, j'espère que voilà, c'est que provisoire. D'ailleurs, trop bien l'interview de Caranta l'autre jour, merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis désolé pour les petits problèmes de son qu'on a pu avoir pendant le live. J'ai essayé d'égaliser ça un peu sur le YouTube, donc la rediffusion est de meilleure qualité. C'est vrai qu'il y avait une petite différence de son quand même, une bonne différence de son entre nous deux. Mais voilà, la rediffusion YouTube est plus agréable à suivre. Il était trop cool, Jules. Ah, mais moi j'adore Jules. Je l'adore. Hein. Enfin, honnêtement, hein, vraiment, on a une belle génération de pilotes français. Au-delà des talents, au-delà du talent brut, de ce qu'ils font en piste, il y a des caractères, enfin, il y a des pilotes vraiment intrinsèquement sympas, quoi. Enfin, genre, voilà. Et Jules en fait partie, il est loin d'être le seul, quoi. Je trouve que la manière dont il gère son TikTok, c'est la meilleure. Il est très drôle. Ouais, alors je suis pas trop TikTok moi, mais du peu que j'ai pu voir, je trouve ça bien. Il en fait pas trop non plus. Il en fait pas trop non plus. Bon, écoutez, pour en revenir sur Théophile Nael, donc voilà, sa présence n'est pas confirmée pour le reste encore. Donc je pense que ça dépendra beaucoup de ce qui se passe week-end par week-end, de s'il y a vraiment quelque chose à jouer au championnat. Et donc voilà, j'espère que ça va continuer, qu'il va continuer sur sa bonne lancée en tout cas. Enzo Dellini, là, on a été très élogieux sur Gilter et sur Nael. Là, pour Enzo Dellini, il est certes 6ème au classement, mais voilà, on attendait plus. On attendait plus d'Enzo Dellini, lui-même en attendait plus. On l'avait eu en tant qu'invité sur la chaîne en janvier. Donc il est certes 6ème, il y a certes 2 podiums, mais voilà, il manque quelque chose encore en qualification, mais aussi en course, pour vraiment concurrencer les meilleurs. Et même, il est parfois, même souvent derrière Ugo Chukwu, il est parfois même concurrencé par Jin Nakamura, exactement FCB Noah 7. Voilà, alors que Jin Nakamura, ce n'est certes pas un rookie au sens propre du terme, vu qu'il a déjà fait la Super Formula Light, qui utilise des voitures un peu similaires, de même puissance, voire même un petit peu plus puissantes. Mais ouais, ça me gêne un peu. Comptablement, il sauve les meubles. En effet, c'est le meilleur pilote RS, il n'y a aucun souci. Mais voilà, on sent qu'il manque un petit truc. J'espère que le podium qu'il a pu décrocher à Yas Marina sur la dernière course peut un peu le relancer, mais voilà, on sent que même l'équipe de manière générale est beaucoup moins dominante que ce qu'elle avait été en 2023 avec Tuka Taponen notamment qui avait été champion, mais voilà, on n'a pas le sentiment qu'il arrive à extraire 100% de sa machine pour le moment. On sait ce qui s'est passé pour Hugo en course 3, oui, je l'avais dit sur un live précédent, casse de suspension, ça m'a été confirmé par des gens de chez RS, par des gens de chez ART aussi. Donc casse de suspension, ça aurait été extrêmement drôle, entre guillemets, que ça soit le choke, il a craqué sous la pression d'Evan Gilter, mais non, en fait c'était juste une casse de suspension.
très chanceuse évidemment pour nous, évidemment, pour les fans français, pour les fans de JTR, pour les fans d'ART. Mais voilà, c'était une case de suspension en attendant Ugo Chukwu menait la course pendant qu'Enzo Deini allait faire quatrième. Et vu comme ça, on aurait un discours un peu différent. Donc écoutez, on va espérer que Enzo Deini puisse réenclencher la marche avant, on va dire. Il a probablement tapé quelque part pour casser sa suspension. Bah, c'est vrai qu'en soi, il y a des murs, hein, Yas Marina, hein, mais moi, en tout cas, on m'a pas parlé. On m'a dit, a priori, casse mécanique, etc. Pour une fois que Gilter est chanceux, on prend. C'est vrai que c'est pas arrivé très souvent, surtout ces derniers mois. Il a. Donc, pour une fois que ça va dans ce sens-là, c'est vrai on va pas cracher dessus. Voilà, là c'est ça qui m'intéresse beaucoup ce week-end et le week-end prochain, c'est Dorian Pain. Le sujet Dorian Pain, évidemment, ça fait parler, puisque évidemment on a une pilote féminine française très talentueuse qui a déjà gagné des courses en F4, en F1 Academy bien sûr, mais en F4 mixte, en F4 Asie du Sud-Est et en F4 Émirats Arabes Unis l'an passé. Donc évidemment, voilà, Mercedes est derrière, et derrière elle, mais il y a eu une saison 2024 compliquée. Une saison 2024 compliquée, c'était sa première année complète en monoplace, mais on avait des attentes plus hautes, donc finir deuxième de F1 Academy, à la rigueur, j'en tiens pas trop rigueur, puisque la F1 Academy, pour moi, j'ai déjà pu l'expliquer, mais c'est un championnat plus médiatique qu'autre chose. Ce qui m'a embêté, c'était plus ce qu'il se passait en Freca. Mais il est vrai que en Freca, elle était chez Iron Dams, qui étaient en fait les quatrièmes, les cinquièmes prémas. Donc on peut dire c'est le quatrième meilleur matériel de préma. Et donc avec ce prisme-là, on peut se dire bon d'accord, du coup elle avait des excuses, etc. Et tout le monde, les académies, etc., la plupart du temps en tout cas, peuvent excuser une année sans. Car ça reste une année sans 2024. Il y a eu des victoires en F1 Academy. Certes, voilà, c'est devenu un peu une star. Elle passe dans des night shows américains, etc. Très cool. Mais sportivement, ça reste quand même un semi-échec. Un semi-échec pour rester gentil. Tu peux avoir des excuses sur une saison. Tu peux aussi avoir des excuses sur 2 saisons. Le truc, c'est que même si tu as des excuses valables sur 2 saisons, plus personne te croira, plus personne te prendra au sérieux, en tout cas en monoplace. Et là, là, on montrera la porte. Donc, malheureusement, il y aura plus d'excuses. Dorian Pain a désormais une année d'expérience entière. Alors, pas entière, vu elle a manqué quelques manches en Freca l'an passé, mais elle a une année d'expérience en Freca. Elle arrive désormais en Formule Régionale Moyen-Orient, elle connaît les circuits pour y avoir déjà roulé en F4 Emirati, et surtout, grosse différence comparée à la Freca, semi-échec c'est généreux quand tu scores 0 dans une préma. Oui, mais voilà. Je peux entendre, je peux entendre complètement l'excuse de c'est la quatrième préma, etc. Machin, ok. Le truc, c'est que cette excuse, on va voir si elle tient ou pas ce week-end. On va voir si elle tient ou pas ce week-end, tout simplement parce que la quatrième Mumbai Falcons by Prema engage 4 voitures depuis le début de saison. Une pour Slater, qui joue le championnat. Rachid Aldairi, qui est 5ème, mais bon, ça reste assez particulier, puisque Aldairi, Yas Marina, c'est sa maison, on va dire. Jack Beaton, qui était malade sur le premier week-end et qui a fait podium sur le deuxième sur la grille inversée, donc voilà, qui revient, qui est pas du niveau des deux devant lui, mais voilà. Et surtout, dans cette quatrième préma, il y avait Reza Siourotoun, un pilote britannique qui a fait 3ème de F4 britannique, donc un très bon pilote, mais pas forcément un pilote qu'on peut qualifier de crack générationnel. Voilà, il est a priori pas dans cette veine-là, même si on peut toujours avoir des pilotes qui éclosent un peu plus tard. Reza Siourotoun découvrait la Formule régionale. C'était un rookie, il vient de F4 britannique. Dorian Pain, elle a déjà de l'expérience dans cette voiture. Donc, Reza Siourotoun, il a fait 25 points en 2 week-ends. Et encore, il a été malchanceux sur le début. On rappelle qu'il avait eu un problème mécanique. On avait suivi la première course de la saison ensemble. Sans ça, je sais pas, il aurait 30, peut-être 40 points sans ce problème mécanique. Donc,
voilà, pour moi, voilà, il y aura plus d'excuses sur ces 2 week-ends. On va être fixé sur le cas d'Oriane Pain, à moins que voilà, elle enchaîne des casses mécaniques. Et voilà, dans ce cas, bah, ça sera pas trop jugeable, voilà. Et ça peut toujours arriver en sport auto. On n'est pas à l'abri de ça, mais normalement, s'il n'y a pas de casse mécanique, s'il n'y a pas de soucis et tout, on verra. On sera fixé, j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes, puisque encore une fois, après en Freca, elle sera dans une 4e préma, et bah, est-ce que c'est la même que l'an dernier? Bah, dans ce cas, ça explique les performances, etc. Là, on va avoir des réponses. On sait que les 4 prémas marchent bien, on sait que les 4 prémas jouent les points, voire même on peut dire jouent les podiums, minimum. On va être fixé, on va être fixé. Voilà, donc j'ai très hâte de voir ça. J'espère que Dorian Pain va fermer quelques bouches sur ce chat, sans méchanceté aucune, parce que voilà, moi j'ai vraiment envie d'y croire. Ça serait exceptionnel bah, y a une fille, en plus une fille française et tout, qui brille à ce point, ça serait génial. Mais voilà, je peux comprendre évidemment qu'on soit sceptique après l'échec de la saison 2024, et voilà. Je vois pas de qui tu parles. Non mais voilà, mais voilà, j'espère qu'elle vous donnera tort, et j'espère qu'elle donnera raison à Mercedes qui la soutient depuis quelques temps désormais, et voilà, que l'aventure continuera. J'y crois à fond, même si l'année dernière a été difficile. Ah, merci, il y a quand même des gens qui y croient. Merci, je me sens un petit peu moins seul. J'espère, mais j'y crois pas. Les UAE, c'est particulier. Je suis d'accord que c'est particulier et que la vérité des championnats hivernaux n'est pas toujours celle qu'on retrouve dans les championnats réguliers en Europe ensuite. Mais là, pour une fois, on a un point de référence qu'on retrouvera peut-être jamais, qu'on retrouvera clairement pas en Freca dans la saison qui va suivre. Là, voilà, on est fixé sur le niveau des voitures, et voilà. Réponse dans quelques jours sur comment ça s'est passé. En dehors de ça, en dehors de notre prisme franco-français, voilà, il y a quelques questions. Est-ce que ART va continuer à être la meilleure équipe? Puisque pour moi, clairement, ils sont la meilleure équipe. Les 3 voitures, les 3 pilotes sont au rendez-vous. Taito Kato, Kanatoli, etc. En plus d'Evan Gilter, font des très grosses performances. Et voilà, est-ce que Taito Kato peut continuer son ascension et se remettre de l'erreur, de cette très rare erreur qu'il a faite? J'attends aussi un autre pilote japonais, Seiyu Yamakoshi, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt. Et aussi, d'ailleurs en fait mes questions sont que sur des pilotes japonais, je suis en train de me rendre compte. Un pilote qui m'intéresse aussi, c'est Jin Nakamura. Est-ce qu'il va continuer à progresser, à monter en puissance et à vraiment concurrencer de plus en plus Enzo Dellini et surtout Ugo Shoku? Ça va être intéressant parce que Jin Nakamura, on rappelle qu'il fait d'ailleurs toute la saison de Freca face à Enzo Dellini et Akshay Bora chez RS. On ferme le chapitre Formule régionale Moyen-Orient et on passe plus rapidement à la F4 Moyen-Orient. Juste un petit point sur le championnat, voilà, on a Emanuele Olivieri en tête du championnat avec 4 victoires sur 6. Vraiment la révélation du championnat. Devant Kin, Nakamura, Berta. Vous voyez ensuite la suite du classement. On retrouve Alex Powell, le jeune pilote Mercedes, 5ème, alors qu'il est le coéquipier d'Olivieri. Ça fait un petit peu mal. 6ème, Sébastien Weldon, le fils de Dan Weldon, dont j'espère voir plus de podiums. Oui, pour Savinkov, oui. Alors, Savinkov, oui, il y a une histoire un peu houleuse autour de Alexander Savinkov qui cache son identité russe, on va dire. Qui cache son identité russe pour des questions de sponsor, de ce que je comprends, mais je suis pas sûr. Incroyable Olivieri quand même, il passe d'illustre inconnu pour ma part à leader de F4. Ouais, non, c'est assez fou quand même. Alors, voilà, moi j'avais dit qu'il fallait surveiller ce Olivieri, puisque c'est un gars qui était extrêmement coté en Italie et qui a toujours eu pas de budget. Enfin voilà, il a toujours c'est un peu la même histoire qu'un Evan Gilter, par exemple, pour faire le parallèle en Formule régionale Moyen-Orient. Et c'est beau que les deux mènent les championnats. Mais voilà, Olivieri, il a passé toute l'année précédente avec AKM Motorsport, donc autant dire que c'était compliqué. Malgré ça, il faisait des entrées régulières dans les points. Et voilà, maintenant qu'il est dans une équipe, dans une équipe décente avec RS, bah, on voit qu'il a vraiment un très très gros talent.
J'ai découvert son nom dans ta preview juste avant le premier week-end. En vrai, oui, j'en avais pas beaucoup parlé l'année précédente. Parce que voilà, des pilotes avec peu de budget qui sont dans des petites équipes, j'avoue qu'on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, mais c'est pas toujours évident qu'ils aient des opportunités ensuite dans des bonnes équipes. C'est pas toujours le cas. Et là, c'était le cas, donc là, je me suis dit, ah ok, lui, va falloir le surveiller. Mais très honnêtement, je disais il fallait le surveiller, mais jamais j'aurais pensé qu'il ferait 4 victoires sur 6 et qu'il éteindrait complètement Alex Powell. Après, ça reste que 2 week-ends, et on verra ce que ça donne. Voilà, on va attendre une réaction de Powell notamment. Allez, on passe à l'Eurocup 3 Spanish Winter Championship. C'est beaucoup trop long comme nom, mais écoutez, c'est le nom officiel du championnat. Un championnat qui m'attire tout particulièrement puisque c'est avec notre la grille. La grille est avec notre invité de lundi dernier, Jules Caranta, qui roulera pour Campos Racing avec les couleurs de Red Bull. L'Eurocup 3 Spanish Winter Championship, c'est quoi? On va faire une petite preview, présenter un peu les différents favoris. C'est un mini championnat de 3 meetings qui se déroulera de février à mars à Jerez, Portimao et Motorland Aragon. Pour préparer tout simplement la saison d'Eurocup 3, ce championnat de formule régionale, en gros glow-up, en énorme glow-up par rapport à l'an passé où la grille était franchement assez cataclysmique. Et là, on se retrouve avec une grille qui concurrence crânement celle de la Frega, qui est censée être le championnat de référence. Sauf que voilà, le championnat de référence commence un petit peu à baisser en influence et l'Eurocup 3 commence à monter. Donc voilà, on va surveiller ce championnat avec une attention toute particulière, notamment aussi parce qu'il y a Jules Caranta, évidemment. Voilà, une petite trentaine de pilotes engagés, c'est assez énorme. Et parmi eux, il y a des pilotes de F3 qu'on retrouvera pour certaines manches de cette Winter Series, qui, à la manière d'un Théophile Nael, à la manière d'un Brando Badauer ou d'un Hugo Gochoku, vont participer à la F3, mais se préparent, se remettent en jambes dans cette série hivernale d'Eurocup 3 en Espagne. Les favoris, alors pour ceux qui découvrent un peu l'Eurocup 3, les favoris c'est MP, c'est Campos. Sympa et Gauzy chez Palau, ça laisse une place. Attends, non, chez Palou, non, faut dire Palou. Faut dire Palou, je crois. Je crois qu'il faut dire Palou, mais ça m'arrache encore à chaque fois. Ça laisse une place chez RPM en Freca. A priori, oui, ce qui est assez surprenant, mais visiblement, Palau, je prononce. Bah merci, je suis pas seul. Attends, je disais quoi? Palou ou Palau? Non, j'ai toujours dit Palau, moi, je crois. Bref, ça laisse une place chez RPM en Freca. A priori, oui, hein, James Egozi a l'air d'avoir laissé sa place et de s'engager complètement vers l'Eurocup 3. Donc, ça laisse une place. Maintenant, si ça laisse une place, ça veut dire que les prix étaient très élevés. Donc, voilà, je sais pas trop à qui ça pourrait profiter, honnêtement. Je sais pas trop à qui pourrait profiter le crime, on va dire. Chez MP Motorsport, enfin donc voilà, pour en revenir à l'Eurocup 3, les favoris, ils se retrouvent chez MP et chez Campos, c'est les deux équipes dominantes du championnat. Chez MP, on n'a pas encore Valerio Rinicella. Valerio Rinicella qui est occupé à Dubaï, non pas en Formule Régionale Moyen-Orient, mais le protégé de Giancarlo Fisichella est engagé en Asian Le Mans Series. C'est un peu surprenant comme choix, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à aller directement en endurance, alors que potentiellement c'est un pilote qui pourrait prétendre à continuer son ascension dans la monoplace. Mais Rinicella est en Asian Le Mans Series à Dubaï, mais il a été annoncé dans le même temps en Eurocup 3 pour la saison complète, donc je pense qu'il reviendra. Il n'est pas là pour ce premier week-end, mais je pense qu'il fera quelques week-ends ensuite. Mais ce n'a pas encore été annoncé pour la série hivernale. Voilà, troisième de F4 espagnol en 2023 avec l'année Théophile Nael, notamment l'année Enzo Dellini. Saison extrêmement compliquée en Freca, où il a fini seulement 20ème, mais dans la saison hivernale 2024, lui avait participé à une manche hors championnat de l'Eurocup 3, qui est un peu le prédécesseur de cette Winter Series d'Eurocup 3, et il avait gagné les deux courses, donc déjà ça pose les bases. Voilà, je pense que dès qu'il arrivera, ça va être clairement un favori pour le titre, malgré son année très compliquée en Freca.
Ouais, pour Egozi, ouais, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce move de passer de RPM à Palau, surtout que Palau en Eurocup 3, c'est pas l'une des meilleures équipes. Alors que RPM, bah, on a vu que ça pouvait faire de belles performances avec Noah Samsted notamment. Donc je ne sais pas trop. C'est un peu surprenant comme revirement de situation et malheureusement j'ai peur que ça ait coûté la place à Yannis Steven Edens cette décision. Yannis Steven Edens qu'on retrouvera en Eurocup 4 Winter Series. On y revient juste tout à l'heure. Parmi les pilotes qui sont déjà présents pour ce premier round chez MP Motorsport, on a le très coté Mattia Colnaghi, révélation, tout simplement révélation de la F4 espagnole, où il a décroché le titre de façon vraiment très brillante face au redoublant Kinoa Lazari. Donc Colnaghi était rookie et malgré ça, il a vraiment fait une saison exceptionnelle en tant que rookie, pour sa découverte de la monoplace. Donc vraiment un pilote à surveiller de très près. Aussi pilote à surveiller de très près, c'est Maciej Gladish. Lui aussi était dans sa première année, il a fait... my bad, hop. Il a fait 3ème de F4 espagnol. Voilà, Colnaghi, Gladish, c'est potentiellement 2 rookies très intéressants, vraiment. On a ensuite des redoublants comme Emo Fittipaldi qui était déjà en Eurocup 3 l'an passé, qui a fait 5ème, mais 5ème dans une grille franchement très faible, donc je ne le vois pas vraiment jouer devant, même si son expérience sera forcément un avantage au début, peut-être pour ce week-end. On a aussi Alexander Apkazava. Là encore, normalement, ça devrait pas être un candidat au titre, mais il n'empêche qu'on a vu parfois quelques coups d'éclat l'an passé. Mais voilà, je suis d'accord avec Homero. Je le dis de façon plus polie, mais je suis d'accord que normalement Fittipaldi et j'allais dire ce que tu as dit, pas Apkazava devrait se faire bouffer par Colnaghi et Gladish qui sont pas des pilotes de la même catégorie normalement, même si voilà, l'expérience jouera pour eux. On va aussi retrouver un champion de F4 brésilienne, c'est assez atypique pour être noté. Matheus Comparato fera ses débuts en Formule régionale, fera ses débuts en Europe aussi. Bon, la F4 brésilienne, c'est pas un championnat très coté, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis que 2 étoiles. Je sais pas trop à quoi m'attendre pour être honnête. Et on a aussi un transfuge de chez Campos, Andrés Cardenas, après avoir roulé pendant 2 ans en Formule 4 chez Campos, rejoint les rivaux de chez MP. Il a eu une saison très bizarre, hein, notre ami Cardenas, anciennement managé par Alonso. Et voilà, saison extrêmement compliquée, seulement 14ème de F4 espagnol. Il a perdu toute sa hype, ouais, clairement. Pourquoi n'est-il pas dans le top 20 des prochains cracks de la F1 comme Ferreira? Ah, je pense que tu parles de Comparato, qui a fait premier de F4 brésilienne, quand Rafaela Ferreira, 4ème de F4 brésilienne, est considéré comme les 20 prochains cracks de la F1. Voilà, c'est un sujet que j'avais déjà abordé sur un live précédent, si ça vous intéresse. Il y a du sabotage chez Campos entre Stromstad et Cardenas. Alors, je dirais pas qu'il y a du sabotage, mais c'est clair que parfois il peut y avoir des performances différentes. Maintenant, surtout je me rappelle d'un moment en 2023 où Cardenas a fait vraiment une victoire, 2 podiums, etc. sur un week-end, et au final, visiblement, la voiture était un petit peu suspicieuse. Voilà, c'est ce qu'on m'a murmuré. Donc, Stromstad, voilà, c'est un pilote qui a, enfin, dans le même temps, Stromstad, il a une carrière vraiment en dents de scie. Donc, je suis vraiment intéressé de voir ce qu'il va donner en F3, puisque aussi, voilà, la RPM est censée être une très bonne voiture aussi, en ligne droite, etc. Complètement légale, mais voilà, à chaque fois, ça fait énormément parler. Chaque saison de Frega, il y a au moins un pilote, une équipe qui me dit la vitesse en ligne droite des RPM, ouais. à chaque fois depuis 2022, depuis qu'ils sont arrivés, à chaque fois on me dit ça pour RPM. Donc voilà, je sais toujours pas quoi penser de Noah Stromstad, hein, pour être très honnête. Et donc d'Andrés Cardenas, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, il a perdu toute sa hype et on va voir ce que ça va donner. Campos Racing, ça, qui va avoir la RPM de Stromstad, ça je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque je pensais que ce serait Egozi. Je ne sais pas. Chez Campos, c'est extrêmement intéressant, parce que là déjà on va avoir plusieurs pilotes qui nous viennent de la Formule 3. On va avoir Nicolas Tsolov. Nicolas Tsolov, vous voyez, je l'ai mis en tout petit,
il ne fera que le premier meeting. C'est bien dommage puisque clairement ça aurait été un gigantesque favori au titre. Après, voilà, l'Eurocup 3 Winter Series ne va pas donner de points de super licence. Donc l'Eurocup 3 Winter Series a moins d'enjeux que par exemple la formule régionale Moyen-Orient qu'on a évoquée plus tôt dans ce live. Donc voilà, Tsolov il est là pour se remettre en jambes, etc. Machin, et voilà. Mais ça sera un gigantesque favori. Champion de F4 espagnol, il a déjà fait des manches d'Eurocup 3 chez la toute petite équipe GRS. Il a fait des podiums, il a fait des victoires. Non, je sais pas s'il a fait des victoires, mais en tout cas, il a fait des podiums. Donc voilà, Tsolov, gigantesque favori. Il va attaquer sa 3e année de F3. On n'oublie pas que Tsolov est pilote Red Bull. Exactement. Exactement. Pas le seul pilote Red Bull du line-up, comme vous allez le voir. Mais oui, Nicolas Tsolov, qui a quitté Alpine, plus ou moins forcé, et qui a été récupéré par le Red Bull Junior Team. C'est assez étonnant, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, saison très importante pour la suite de sa carrière. Et ça commence donc dès ce week-end à Reles, qui fera seulement le premier meeting. On retrouve ensuite Kasper Stuka, ça c'est aussi un profil extrêmement intéressant, champion de F4 italienne, champion de Formula Winter Series en 2023, il avait été signé par le Red Bull Junior Team, il avait battu Arvid Lindblad, on le rappelle, et ça a explosé. Ça a explosé en plein vol, mais genre explosé comme rarement explosé en plein vol. Lâché par Red Bull en cours d'année F3, 27ème de F3, une seule course dans les points. Il s'est fait atomiser par Tim Tramnitz et Alex Dunn en interne chez MP. Donc voilà, je pense qu'il doit avoir une confiance un petit peu au ras des pâquerettes en ce moment. Mais s'il arrive à retrouver la confiance qu'il avait en 2023, ça peut être vraiment intéressant. Donc je sais pas. En fait, c'est ou soit 4 étoiles, ou soit 1 étoile et il est complètement finito. Je sais pas. Je sais pas. Ils ont demandé à Boya de faire l'Eurocup 3 et on pouvait plus de ce championnat. Oui, je pense que Boya, il est assez grand. Mais oui, Boya Attendez, Boya, il refait de la F3 encore? Oui, il refait de la F3. Oui, il refait de la F3, purée. Ouais, ça me... Stuka qui bat Lindblad, il y a des choses qui vieillissent vraiment mal. Ouais, ça c'est sûr. Surtout que Lindblad avait vraiment le championnat en main et a fini le championnat complètement sur les jantes. Au final, voilà, l'un est aux portes de la F1, l'autre descend en Eurocup 3. Ça peut aller très très vite, le sport automobile et surtout les formules de promotion. Donc on va voir, Kasper Stuka, voilà, je suis très intéressé par ce move, d'avoir la pertinence, la lucidité de se dire, ok, je suis monté trop vite en F3, on redescend dans un plus petit championnat, j'essaie de reconstruire ma confiance et tout. Enfin, c'est un move très intelligent et qu'on voit pas forcément beaucoup en formule de promotion, parce que souvent tu as des pilotes qui montent en F3 et qui ensuite se disent tant pis, je reste en F3, je reste en F3, je reste en F3, et puis au final bah, ça flop complet, et puis au final ça a plus de budget et il faut partir. Donc je suis très intéressé de voir ce que ça va donner, car le gars est champion de F4 italienne quand même. On retrouve un autre pilote de F3 qui lui fait la saison, fait l'Eurocup 3 Winter Series complète, tout comme Stuka, et qui fera la saison de F3 complète. C'est Tassanapol Intrapufasak, le pilote thaïlandais qu'on avait déjà vu l'an passé en Formule 3, qui avait décroché notamment un podium en Hongrie, si je ne m'abuse. Un ancien pilote de l'Eurocup 3, un ancien pilote de Campos. Très irrégulier, mais parfois tu as un week-end, tu as 2 week-ends dans l'année où il est très très bon. C'est d'ailleurs souvent en début de saison qu'il est très très bon, ça n'a pas été le cas en 2024, mais voilà, c'est souvent en début de saison qu'il nous fait un premier week-end exceptionnel, puis ensuite ça disparaît un peu, on va voir ce qu'il en sera cette fois-ci. Moi, le pilote que j'attends, évidemment, dans ce championnat, c'est Jules Caranta, évidemment, on en a parlé en long, en large et en travers. Lundi dernier, quand il a été notre invité, je vous invite à voir la rediffusion sur YouTube, sur Percy F1. Voilà, il nous sort d'une excellente saison de Formule 4 française où il découvrait la monoplace. Il s'est battu pour le titre jusqu'au bout. Il a impressionné Helmut Marko lors de tests en GP3. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Première saison au niveau international, première saison aussi avec... Voilà, j'avais peur au début quand on m'a dit que Jules Caranta allait en Eurocup 3, je me suis dit, il a tout à perdre, il a rien à gagner à aller dans un championnat aussi faible.
Et en fait, la grille d'Eurocup 3 est franchement relevée, y compris parmi ses coéquipiers. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à surveiller. Voilà, j'ai hâte de voir. Après, voilà, pour un premier week-end, je vais pas m'attendre à trop de choses. J'en attends bien plus de voilà, Tsoloff, etc. Qui devrait battre Jules Caranta dans un premier temps. Mais voilà, j'espère que Jules Caranta pourra apprendre sur ces 3 meetings pour être à 100% pour le début de l'Eurocup 3. Celui que j'attends le plus, c'est match Macedo. Ça serait surprenant, on va dire. On a ensuite Ernesto Rivera qui n'est pas présent pour ce week-end pour la simple et bonne raison qu'on a parlé un peu plus tôt sur ce live. Il est toujours en Formule Régionale Moyen-Orient, mais il fera la finale, il fera la dernière manche fin mars à Motorland Aragon. Mais clairement, lui aussi, c'est un pilote que je cote énormément et j'ai très hâte de voir le duel Caranta-Rivera. J'espère évidemment que Caranta sortira vainqueur de ce duel, mais voilà, ça va être intéressant. José Carrasquedo, 8ème d'Eurocup 3 l'an passé, actuel 8ème de Formule Régionale Moyen-Orient avec cette voiture bien née. Qui va passer donc du coup en Eurocup 3, qui reste en Eurocup 3 chez Campos. J'espère. Enfin, ça serait bien, en tout cas, ça serait des très bons débuts si Caranta était directement devant lui, au vu de l'expérience qu'il a, au vu du fait que c'est pas non plus un mauvais pilote. Ça serait vraiment très sympa que Jules Caranta soit directement devant lui. Parmi les autres pilotes, on a aussi Enzo Tarnvanishkul, un autre pilote de Red Bull qui va arriver à partir du 2e meeting à Portimao. 12e de F4 espagnol, je ne sais pas pourquoi il monte aussi vite. Je ne comprends pas quel est l'empressement de le faire monter aussi vite après une saison de F4, une saison de découverte de la monoplace compliquée. Je ne sais pas, mais bon. Écoutez, on verra comment ça se passe pour le pilote thaïlandais. Et on a aussi enfin Francisco Macedo. Bon, lui, on attend franchement pas grand-chose. En vrai, cette grille n'a pas grand-chose à envier à la Freca, hormis une autre équipe qui peut jouer les victoires avec des meilleurs pilotes plutôt que simplement 2 équipes. Bah, c'est vrai que voilà, oui, en Freca, on a Prema, RS, ART, Van Amersfoort, un petit peu Saint-Eloc. Voilà. Là, en Eurocup 3, c'est surtout MP, Campos et Basta, quoi. Et Basta, c'est pas le nom d'une 3e équipe. Hein. Donc voilà, la grille d'Eurocup 3 monte en puissance. Il y a aussi d'autres pilotes intéressants, notamment Juan Cota qui a été un excellent pilote de F4 espagnol l'an passé. Je ne lui mets que 3 étoiles parce que son souci c'est qu'il est chez DriveX qui a fini dernière l'an passé. Il y a aussi James Egozi qui nous vient de la F4 espagnole, aussi viré du Red Bull Junior Team, mais quand même un bon pilote, même s'il n'a toujours aucune victoire dans un championnat de F4 majeur. C'est un très bon pilote. On a aussi Oscar Wurz, le champion de F4 tchèque qui débarque chez DriveX. On a aussi Gareth Berry que j'ai voulu mettre dans la liste, puisque bah voilà, c'est un pilote que j'apprécie, qui est passé par la F4 française, qui n'a pas été ridicule, qui a fait 6ème avec plusieurs victoires. Donc voilà, je l'apprécie. En plus, il roulera pour une équipe française, Saint-Eloc. Donc voilà, je lui espère tout le meilleur, même si Gareth Berry ne fera pas le premier round. Mais il fera le reste de la saison. Le reste de la saison principale en tout cas. Luciano Morano, non, je ne l'ai pas mis dans cette liste, mais c'est vrai que oui, il y a en effet un autre pilote français engagé, un pilote franco-américain, engagé pour sa 2e année d'Eurocup 3 chez Palou Motorsport. Luciano Morano qui est encore à la recherche de son premier point en monoplace. Après des saisons en F4 française, en F4 Emirati, en F4 espagnol et en Eurocup 3. Donc voilà, on va dire que les attentes restent assez basses. Et mon Preston Lambert est là, en effet. Preston Lambert, un autre pilote payant que j'ai imaginé un temps en F3, mais je me suis peut-être un peu emballé sur des rumeurs. Mais oui, il est là, on le retrouve bien là. On a aussi un autre championnat dans le même temps, l'Eurocup 4 Spanish Winter Championship. C'est tout simplement le championnat hivernal de la F4 espagnole. Une grille avec des noms quand même à noter. Je pense notamment à Ehan Eikemans qui est vainqueur du volant Richard Mille. Vous savez qui était le plus rapide ce jour-là. C'est un pilote qu'on retrouvera en F4 française cette année. Et qui d'ailleurs qui va fêter ses 15 ans dès demain. On lui souhaite un bon anniversaire en avance à notre ami Andy Consani.
Donc et Anneke Mans. On retrouve aussi ART. ART qui aligne un line-up 100% féminin, qui aligne son line-up de F1 Academy. Donc petite surprise que dans un championnat espagnol, ART arrive. Ça sort un peu de nulle part, mais écoutez, voilà, donc avec Courtney Crone, avec Aurelia Noble, c'est lié à Block. Bon, c'est pas un line-up très compétitif, même si Lia Block a pu montrer des choses intéressantes l'an passé quand même. On aura 2 Français engagés chez Saint-Éloque, les frères Carras, les frères Philippe Armand Carras et Jean-Paul Carras, qui sont 2 frères franco-grecs, voilà, qui ont roulé en karting au niveau international. Philippe Armand Carras a notamment fait 4ème de la Champions of the Future Academy. Bon, en catégorie OKN, c'est pas quelque chose. Enfin, voilà, les attentes vont rester assez modérées, mais j'attends quand même. Enfin, pour moi, Philippe Armand Carras peut peut-être se battre pour les points occasionnellement, mais voilà, ils ont la réputation pour arriver sur les circuits en jet privé. En effet, c'est pas faux, c'est pas forcément impossible. Voilà, des pilotes assez aisés financièrement, qui ont eu un programme vraiment intensif de tests pendant l'automne et l'hiver avec Saint-Éloque, donc c'était pas du tout une surprise de les voir arriver chez Saint-Éloque, les 2 frères Carras. Beaucoup plus intéressant, chez MP, on va retrouver, alors il n'y a pas Renaud Francotte, hein. Renaud Francotte il roule en F4 Emirati, donc enlevez-le, mais on retrouve René Lamers qui redouble, on rappelle ancien champion d'Europe de karting, ce gars qui avait refusé la Ferrari Driver Academy. Bah, au final il s'est pris un sacré retour de bâton avec une saison de F4 espagnole proche de la catastrophe, en 14e, terminé à la 14e position si je ne m'abuse. Voilà, si le fils de Yann Lamers, ex-pilote F1, veut encore garder des espoirs vraiment de F1, bah c'est cette année. Là, cette année, il va falloir passer un cap, et voire même plusieurs caps. Évidemment, on a le chouchou d'Homero, 42 dans le chat, Niklas Schaufler, pilote qui a fêté ses 15 ans le mois dernier et qui est une recrue du Red Bull Junior Team. Attention, gros talent. Vraiment hâte de voir ce que ça peut donner pour Niklas Schaufler. Voilà, Niklas Schaufler nous fait, lui et Andy Consani, ils vont nous faire entrer de plein fouet dans le coup de vieux, mais genre le coup de vieux vénère. Vous avez souvent un coup de vieux quand je parle de 2008, de 2008 comme Caranta, comme Deligny, etc. Schaufler et Andy Consani qui arrivera en F4 française, c'est des 2010. Voilà. Je vous laisse un peu de temps pour processer cette information. Montez dans le train, il y a de la place. Bah écoute, moi je conduis le train Andy Consani, tu conduis le train Niklas Schaufler et on se retrouve en F1, ok? Le gars qui s'emballe pas sur des gosses de 15 ans. 14 pour Andy Consani. On retrouve ensuite chez MP Yannis Steven Edens. J'en ai parlé sur Twitter. Voilà, c'est douleur de voir Yannis Steven Edens toujours en F4. Yannis Steven Edens, oui, c'est le même Yannis Steven Edens qui s'est battu en F4 française toute l'année face à Taito Kato, qu'on retrouve désormais en Freca, face à Jules Caranta, qu'on retrouve désormais en Eurocup 3. Et lui, bah, il est en Eurocup 4. Il reste en F4. Voilà, des petites infos que j'ai pu récolter. Visiblement, il devrait faire la saison chez MP en F4 espagnol. Et ensuite, selon comment ça se passe, s'il y a vraiment une saison d'explosion en F4 où il éclate tout le monde, ça pourrait monter ensuite avec MP, peut-être en F3, etc. Mais pour être très honnête, visiblement, ça devrait partir sur du GT assez rapidement. Il y a des tests de prévus en GT. Voilà, la suite, il a déjà prévu la suite. Il est pas, voilà, il ne se retrouve pas avec rien. Mais d'ailleurs, c'est une semi-surprise, on va dire. C'est quelque chose qu'il nous avait déjà dit en décembre quand on l'avait invité sur la chaîne. Yannis Steven Edens, il nous avait dit que son option principale c'était l'Eurocup 3 avec Palou, mais je pense que James Egosi a rebattu les cartes, qu'il avait aussi des discussions avec d'autres équipes de F4, donc de F4 non françaises, ça se confirme, mais que voilà, il préparait aussi un plan B en GT. Voilà. Il teste avec Aston, je sais pas du tout. Je sais pas avec qui il teste. Par contre, dans le GT, j'ai aucune idée avec qui il testera. Parmi les autres pilotes aussi à surveiller, Miguel Costa, oui, je le connais juste de nom, je saurais pas trop vous dire d'informations dessus. Mais oui, Miguel Costa, ça peut être un pilote à surveiller. Jan Przewowski,
Przezirovski, qui avait été 10e de F4 espagnol, potentiellement, pourquoi pas. Christopher Elfegali, qui est un pilote DriveX, mais qui est une recrue aussi du Red Bull Junior Team, un pilote libanais, c'est assez rare pour être souligné. S'il y a des Libanais qui m'écoutent sur Twitch ou sur YouTube, bah, force à vous, vous avez un représentant, membre du Red Bull Junior Team. Un peu plus loin, on retrouve aussi Nathan Tai chez Rodin Motorsport. Nathan Tai qui est notamment managé par le Guillaume Le Goff, qui manage aussi Pierre Gasly, Alessandro Giusti, Enzo Dellini, etc. Andrei Petrovic, qui est un pilote que j'apprécie aussi. Alfio Spina, qui nous fait un retour complètement inattendu. Alfio Spina, ancien pilote de F4 italienne, qui était plutôt parti sur du GT ou de l'endurance italienne et qui la revient. C'est un très bon pilote de F4, donc même s'il est avec une toute petite équipe, l'équipe TC Racing de Thibaut Courtois, le gardien belge, oui, ça peut être intéressant. Noah Montero, aussi un pilote à surveiller, fils de Thiago Montero, qui a aussi eu des très bons résultats en karting, et aussi Thomas Strouven, le pilote belge, qui avait fait une très bonne première année chez Rodin Motorsport et qui passe désormais chez Campos. Allez, voilà, voici tous les horaires des qualifications et des courses pour ce week-end. Ces horaires, vous pouvez les prendre en capture d'écran ou de toute façon ça sortira sur mon Twitter et sur mon Blue Sky vendredi soir. Voilà, je sais, c'est des horaires extrêmement matinaux. On se retrouve avec les qualifs de Frémec à 5h50. Je vous avoue que moi, personnellement, je vais me réveiller le matin et regarder le classement des qualifications directement. Par contre, voilà, s'il y a un live, et je ne suis pas encore sûr qu'il y ait un live, il ne sera que le samedi matin pour suivre la course 1 de Frémec et la qualif 1 d'Eurocup 3 Spanish Winter Championship. Ils nous ont fait quoi la F4 et la Frémec? Bah en fait c'est le souci quand... et d'ailleurs c'est un souci qu'on va retrouver je pense au week-end suivant et aussi à la finale en support du WEC. Le problème des courses d'endurance, c'est que c'est des courses longues, des courses de plusieurs heures, et que donc bah, il faut un peu organiser les courses support et que bah, c'est pratique de les mettre tôt le matin, sauf que tôt le matin aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar, ça fait giga tôt le matin pour nous. D'ailleurs, actuellement, c'est des horaires très provisoires, mais la finale de Frémec, de Formule Régionale Moyen-Orient, la dernière course de la saison au Qatar, est pour l'instant prévue le vendredi 28 février à 6h25 du matin. Je pense qu'on sera... Enfin, j'aimerais bien qu'on fasse un live, qu'on stream ça. Ça serait très drôle de faire un live à 6h25 du matin. Mais avant ma journée de taf, ça serait très drôle. Mais bon, écoutez, on verra si ce sont les horaires. Mais oui, voilà, c'est des horaires un peu chamboulés, puisque les 1812 km du Qatar de WEC auront lieu le vendredi. Donc en fait, toutes les manches support, les courses support auront lieu mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà, on va bien s'amuser ce week-end là, ça sera en courant de la semaine, mais on sera là pour suivre ça, donc voilà. Si Gilter joue le titre à la dernière course, franchement je me lève, mais clairement, mais je pense moi j'ai trop envie de la streamer une course à 6h25, ça sera trop drôle. Le calendrier ne fait aucun sens, ouais je suis d'accord, deux manches en plein milieu de semaine, c'est assez ouf, et puis surtout ça n'a pas arrêté de changer en fait, on a eu des manches au Koweït, des manches à Jeddah, au final pas du tout, on se retrouve au Qatar et à Abu Dhabi et Dubaï, bon écoutez. Donc voilà, un gros programme ce week-end. S'il y a un live, ça sera probablement aux alentours de 9h15, 9h10. Et s'il n'y a pas de live, ne vous étonnez pas et on se retrouvera, je pense, lundi soir, je pense. Attendez. Oui, je pense qu'on se retrouvera lundi soir pour débriefer tout ça. Et voilà. Écoutez, sur ce, passez à tous une excellente soirée. On va passer un très très beau week-end de formule de promotion. Voilà, vous avez tout. Formule régionale Océanie avec Lindblad qui peut s'approcher de la F1. Formule régionale Moyen-Orient avec Gilter, Naël, Dellini,
Dorian Pain, l'Eurocup 3 Spanish Winter Series avec Jules Caranta. Voilà, il y en a pour tous les goûts ou presque. En tout cas, voilà, on va bien s'amuser. Va y avoir du positif, va y avoir du négatif. On se retrouvera très bientôt sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur Feeder Series, sur TikTok, sur Blue Sky et sur Twitch bien entendu. Pour parler de tout ça, n'hésitez pas à me suivre ici sur Twitch. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les derniers les follow qu'il y a eu depuis la dernière fois, c'est-à-dire merci beaucoup à Wata F1SH, à Zeros Segamag et à Lucas1093 pour son 9e mois de sub. Merci beaucoup à vous trois. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un excellent week-end. On se dit à très bientôt. Bye bye.